presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les ondes des radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons des municipales à 2 mois du premier tour. La campagne s'accélère, les candidats sortent du bois, les partis lancent la bataille. On en parlera. On parlera de la réforme des retraites, puisqu'Édouard Philippe retire provisoirement l'âge pivot du texte. Nous tenterons de comprendre ce que ça signifie. Et puis, on parlera des vœux, puisqu'il est encore temps. Aujourd'hui, les vœux de Territoire Unis, ce sont les 3 grandes associations d'élus. Mais d'abord, on garde les bonnes habitudes. C'est l'heure de notre reportage en région. Vous habitez peut-être dans une région avec une station de ski. Vous en profitez, vous avez raison. Si pour beaucoup, neige rime avec sport et loisirs, pour d'autres, elle rime avec emploi ou écologie. Toute la semaine, Jonathan Dupriez et Alizé Boissin sont dans les Vosges. Ils s'intéressent à cette économie de la neige. On va regarder ce qui vous attend. La France est l'une des premières destinations de ski au monde. C'est un secteur économique important qui pèse près de 9 milliards d'euros et 120 000 emplois dans notre pays. Et pourtant, les revenus sont souvent aléatoires et avec le changement climatique, ça ne risque pas de s'arranger. Alors pour en parler, cette semaine, on vous emmène dans le massif des Vosges. Et comme vous le voyez derrière moi, pour le moment, pas de neige, nous nous rendrons d'abord à La Bresse, la plus grande station de la région, pour voir comment les commerçants vivent ce début de saison difficile. Ça sera l'objet de notre premier reportage. Une neige rare et pourtant, Michael Gerloff ne s'est pas découragé. Ce jeune Vosgien de 36 ans a décidé d'investir de sa poche pour rouvrir la station du Gachenay. Nous irons à sa rencontre. Enfin, qui dit manque de neige dit souvent canon à neige. Et ici, il y en a beaucoup et ça ne plaît pas à tout le monde. Nous essayerons de comprendre pourquoi dans notre dernier reportage. Et voilà, et ces reportages dans les Vosges avec Alizé Boissin et Jonathan Dupriez seront donc à suivre toute la semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. On va commencer le débat du club. On va parler des municipales. À 2 mois du premier tour, la campagne s'accélère. Les sortants officialisent leur candidature. Ce fut qu'à ce week-end d'Anne Hidalgo à Paris ou de Christian Estrosi à Nice. Les partis lancent, eux, leur campagne. Hier, Marine Le Pen a sonné la mobilisation pour le Rassemblement national. Elle veut faire de ces municipales une étape pour la conquête du pouvoir. On regarde ce sujet de Marie Brémaud et Fabien Ecker. Dans les coulisses du Rassemblement national, les visages sont plutôt souriants et les perspectives visiblement réjouissantes. Une année victorieuse s'achève, une nouvelle année de combat et d'espérance s'ouvre devant nous. Les vœux que je vous formule aujourd'hui, mes amis, sont des vœux de combat et de réussite. L'un après l'autre, certains candidats souvent méconnus et que l'on souhaite mettre en avant défilent à la tribune. L'heure est à la conquête pour ces élections municipales et à l'ouverture. La donne est totalement différente de la fois dernière puisque nous sommes dans un climat de recomposition générale, vraisemblablement un climat de dégagisme aussi, où les gens vont vouloir des têtes nouvelles, des programmes nouveaux. Donc on a toutes nos chances. Malgré les bons scores électoraux passés, l'étiquette RN peut encore faire peur. Alors on tente encore et toujours de convaincre, surtout quand on est un transfuge de la droite. Moi j'ai envie de dire aux gens, puisque j'ai fait le saut l'année dernière, engagez-vous, vous serez même surpris des réactions qui le plus souvent sont très positives. Je pense que de plus en plus c'est une étiquette qui devient une étiquette, j'allais dire, respectable. Voilà. Et pour gagner en respectabilité, les bilans des mairies RN sont présentés comme irréprochables. Prudence tout de même pour ce scrutin local à 2 tours, bien souvent périlleux pour le parti de Marine Le Pen. Pas d'objectif chiffré affiché, même si l'on rêve d'un meilleur résultat que celui de 2014, où le parti avait remporté 14 municipalités. C'est difficile de vous dire un chiffre parce que ça dépend aussi du contexte local, ça dépend aussi de l'usure de la politique locale et de l'usure du maire sortant. Donc ce serait un petit peu hasardeux de se prononcer. Pour le maire sortant de Fréjus, comme pour les autres candidats, les recettes pour tenter de l'emporter sont assez traditionnelles. Le dégagisme, la sécurité et la baisse des impôts. Et puis clairement, ce n'est qu'une étape. L'ambition est locale, mais l'élan est national, comme on le martèle ici. Tous ont en tête l'élection présidentielle de 2022, à commencer par la principale intéressée. Et on va donc débuter ce Club des Territoires. Bonjour Patrick Roger, Mathilde Siro, Arnaud Benedetti, merci d'être avec nous. Meilleurs vœux à tous les 3. Bonjour Alex Poussin. On a donc vu ce discours de Marine Le Pen. Hier, elle a lancé la campagne du Rassemblement national pour les municipales. Et on a vu dans son discours, finalement, un double discours, Arnaud Benedetti, à la fois municipal, mais aussi national. Oui, il est clair que le Rassemblement national va essayer de
capitaliser sur le contexte national de grogne sociale qui s'étend dans le pays pour essayer de transformer l'essai de ces municipales. Sur le fond, ça sera certainement l'une des rares forces politiques, avec peut-être les Verts, à faire campagne avec le drapeau et l'emblème du parti pour essayer de conquérir de nouvelles mairies. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de banalisation déjà des exécutifs locaux, des quelques exécutifs locaux qu'ils ont pu conquérir il y a maintenant 6 ans, contrairement à une première période où ils avaient eu quelques conquêtes municipales dans les années 90, où finalement ils n'avaient pas réussi à dédiaboliser leur façon de fonctionner. L'enjeu pour eux maintenant, c'est d'essayer de multiplier les gains qu'ils ont pu obtenir il y a 6 ans, avec pour le Rassemblement national un enjeu important dans un certain nombre de villes de 100 000 habitants, notamment à Perpignan, où ils ont une réelle chance de l'emporter. Donc pour Marine Le Pen, tout l'intérêt pour elle est bien évidemment de transformer ce scrutin qui sera quand même profondément, et on le voit bien, orienté par des enjeux locaux pour ces élections municipales, le transformer en test national et surtout de préparer les autres élections intermédiaires qui sont absolument essentielles pour le Rassemblement national, qui sont les régionales et les départementales. Donc on peut considérer que les perspectives, en tout cas sur le plan électoral, peuvent être, disons, positives en termes d'implantation territoriale pour le Rassemblement national à l'occasion de ces municipales. Il restera quand même, malgré tout, toujours, je veux dire, à franchir pour eux ce cap du second tour où il faudra, d'une certaine manière, réussir à résister aux barrages qui pourraient s'instaurer pour leur victoire dans des exécutifs. Mais quand même, on voit bien qu'il y a eu un clin d'œil hier très net, qui a été, plus qu'un clin d'œil, qui a été lancé aux électeurs républicains, parce que si aujourd'hui la porosité entre les états-majors n'est pas réelle, elle est quand même très forte au niveau de l'électorat républicain. Et donc on voit bien que la stratégie aujourd'hui de Marine Le Pen est de s'adresser à cet électorat pour le faire venir à elle et faire en sorte qu'elle soit reconnue d'une certaine manière comme la première opposante à Emmanuel Macron. Et justement, Mathilde Thiron, même si Marine Le Pen a dit hier qu'elle n'était animée par aucun esprit de revanche, est-ce que ces municipales, c'est la suite de son duel avec Emmanuel Macron ? Oui, pour elle, l'objectif, ce sera de montrer qu'elle est toujours en dynamique, qu'elle progresse dans les territoires. Le premier objectif pour elle, c'est de conserver, on va dire, les bastions, les villes qu'ils ont gagnées en 2014, c'est-à-dire 10 villes, on pense à Fréjus, Hénin, Beaumont. Ce qui est intéressant, plus que d'attirer aussi l'électorat, les Républicains, c'est de réussir cette fois-ci à bâtir des alliances, à se dépasser. On entendait dans votre sujet Thierry Mariani, le principal défi pour Marine Le Pen dans ce scrutin, ce sera aussi au niveau local de pouvoir discuter avec ici des Républicains, des souverainistes. On voit qu'elle essaye d'élargir son offre politique également à des insoumis qui l'ont rejoint. Donc ça va être le principal défi pour elle dans ces élections du mois de mars. Et Marine Le Pen qui fait donc de ces élections municipales, mais elle a cité aussi les départementales, les régionales, une étape dans sa conquête du pouvoir, comme elle a dit hier. Alors c'est clair pour le RN, l'Élysée reste la marche suprême, mais je pense que ces municipales vont... On l'a déjà vu en 2014, les municipales maintenant ont une valeur d'élection de demi-mandat. Et en 2014, la gauche a essuyé une défaite majeure du fait du discrédit de François Hollande à cette période-là. Aujourd'hui, le risque est le même pour Emmanuel Macron et sa majorité, alors qu'ils partent en plus dans des configurations très diverses, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le facteur, en plus, tension sociale aujourd'hui, qui aggrave encore ce risque de rejet du pouvoir actuel, joue pleinement en faveur des oppositions, mais en particulier du Rassemblement national, qui, bien que peu présent dans les mobilisations, engrange malgré tout, et sur ce fond de mécontentement social. Et je suis d'accord avec Arnaud Benedetti quand il dit effectivement les passerelles qui actuellement au niveau des états-majors sont rompus, sur le terrain sont beaucoup plus... la porosité est beaucoup plus grande. Un petit mot, Arnaud ? Oui, ce sera l'un des enjeux de toute façon de mesurer finalement les gains du Rassemblement national par rapport à ceux de La République En Marche.
Marche, compte tenu de la configuration politique que l'on connaît aujourd'hui. Et on voit bien que la stratégie de La République En Marche est de faire en sorte de rendre finalement illisible nationalement l'issue de ce scrutin. Leur stratégie électorale est finalement une stratégie électorale qui vise à soutenir éventuellement des candidats de centre-droit dans un certain nombre de communes, parfois des candidats de gauche dans d'autres communes, parfois d'investir leurs propres candidats comme c'est le cas à Bordeaux. Mais enfin, tout est fait pour, d'une certaine manière, faire en sorte qu'on ne tire pas d'enseignement décisif à l'issue de ce scrutin. La réalité, c'est qu'on va en tirer, parce que si La République En Marche n'a pas de gain probant, notamment par exemple sur Paris, en l'occurrence, ça sera indéniablement, retenu comme un échec pour La République En Marche. Et si en creux, le Rassemblement national parvient à conquérir ou à doubler son nombre de mairies, voire à gagner une grande ville comme Perpignan, indéniablement on considérera qu'il y a un succès du Rassemblement national. Donc on tirera malgré tout des enseignements nationaux de ce scrutin, avec vraisemblablement une prime qui sera peut-être accordée aux sortants et au vieux monde politique, c'est-à-dire les Républicains et les socialistes, qui d'ailleurs ne vont pas tous faire campagne sous leur propre drapeau, mais qui pourraient se voir renouveler pour un certain nombre d'entre eux dans un certain nombre de grandes communes. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler longuement dans ce club des territoires. On va passer à l'autre sujet, c'est cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui redit qu'il ira jusqu'au bout de la réforme, et Édouard Philippe qui a quand même retiré provisoirement, en tout cas, l'âge pivot du texte. C'était dans une lettre aux partenaires sociaux ce week-end. Comment vous analysez ça, Mathilde Sirou ? Est-ce que c'est un recul, ou est-ce que finalement, sur le plan politique, c'est une stratégie qui est finement jouée ? Disons que là, ça marque une pause dans l'espèce de feuilleton politico-syndical. Après, j'imagine que les Français peuvent se dire légitimement aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas pu, depuis un mois, il y a un mois, se mettre d'accord et dire, effectivement, on retire provisoirement cet âge pivot, on rediscute sur le financement et on voit ce qui se passe ensuite. Là, on va dire que chacun a fait un pas l'un vers l'autre, les syndicats, le gouvernement, et que ça leur permet de sortir tous les deux provisoirement la tête haute, on va dire. Après, reste à savoir si cette fameuse conférence de financement fonctionnera. On sait que le gouvernement a balisé le débat entre, d'un côté, ne surtout pas baisser les pensions de retraite actuelles et ne pas du tout passer par les hausses de cotisations. Donc, qu'est-ce qui va rester comme possibilité pour garantir cet équilibre ? Donc, Édouard Philippe a maintenu cet objectif d'équilibre, mais il a quand même reculé sur cet âge pivot. Est-ce que finalement il le remettra ? Est-ce qu'il sera amoindri, c'est-à-dire à 63 ans ou autre ? Ça, je ne sais pas si on le saura tout de suite, mais en tout cas, les discussions s'annoncent compliquées dans cette conférence de financement. Patrick Roger, ça pose débat aussi au Parlement, puisque le texte doit arriver en février, avant les conclusions de cette conférence de financement. Et Gérard Larcher, par exemple, le président du Sénat, jeudi, disait il faut que le gouvernement recule l'arrivée de ce texte au Parlement. Il y a une certaine logique dans la demande de Gérard Larcher, parce que le débat au Parlement va être un peu compliqué. Alors déjà, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement renonce à la procédure accélérée. Il dit aujourd'hui, la deuxième lecture aura lieu après la conférence de procédure accélérée, c'est une lecture par chambre. Oui. Non, je le précise pour vous connaissez ça par cœur. Mais... Tout le monde n'est pas aussi calé que vous en travail parlementaire. Donc la deuxième lecture permettra d'intégrer les conclusions, s'il y en a, de la conférence de financement. Mais il n'empêche que la première lecture, surtout comme le soulignait tout à l'heure Olivier Faure, on est quand même toujours en attente de l'étude d'impact. En l'absence d'étude d'impact, il y a quand même toute une série de zones d'ombre qui persistent et qui rendent la discussion un petit peu difficile. Et ensuite, l'autre facteur qui jouera, qui pèsera, c'est qu'en sera-t-il, parallèlement aux discussions au Parlement, de la mobilisation sociale. Alors, on a vu ce samedi que les syndicats, l'intersyndicale, les syndicats qui sont opposés au principe même de la réforme proposée par le gouvernement, avaient appelé à une manifestation samedi en espérant un élargissement, que ça permettrait d'agréger une partie des citoyens qui ne peuvent pas faire grève en semaine.
Ça a été un échec, très clairement. Cet élargissement n'a pas eu lieu. Et il est probable que la mobilisation, qui dure maintenant depuis plus d'un mois, une quarantaine de jours, va commencer à connaître une sorte d'essoufflement. Et en revanche, il y a une base syndicale qui aujourd'hui s'est engagée depuis plusieurs dizaines de jours dans la grève et qui est extrêmement remontée. Ce qui risque de se passer, c'est au fur et à mesure que la mobilisation va s'affaiblir, plus on verra apparaître d'actions coups de poing, de blocage, une radicalisation d'un certain nombre de secteurs actuellement en grève. Arnaud Benedetti. Oui, le pari du gouvernement, c'est à la fois l'essoufflement du mouvement social et puis un hypothétique ou éventuel retournement de l'opinion publique quant à son soutien à ce mouvement social. Mais si vous voulez, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que sur le sismographe immédiat, on a le sentiment qu'il y a une espèce de détente que permet cette initiative et ce courrier adressé par le Premier ministre aux organisations syndicales. Sur le fond, il faut quand même toujours rappeler que de toute façon, ceux qui ont mobilisé massivement jusqu'à maintenant, ce sont les syndicats les plus hostiles au projet de réforme. Je rappelle quand même que la première journée de mobilisation, c'est-à-dire le 5 décembre, elle était organisée par la CGT, par FO, par Sudrail, par tous ceux qui veulent le retrait sans condition du projet. Donc finalement, l'annonce du Premier ministre, c'était une annonce qui visait à ramener les syndicats réformistes dans le sillon de la réforme après un discours, et on peut s'interroger d'ailleurs sur le sens du discours qu'il avait fait au Conseil économique et social. Pourquoi avoir perdu finalement un mois pour en revenir à la case départ? Pourquoi avoir finalement, d'une certaine manière, empêché la vie quotidienne d'un certain nombre de franciliens par une mesure qui, d'une certaine façon, donnait de la tension sur le système? On aurait pu véritablement peut-être s'éviter cette espèce d'incommunication entre les réformistes et l'exécutif. Maintenant, quand même, le fond du problème reste entier. Parce que quand même, moi je pense qu'il y a un vrai problème pour Laurent Berger. C'est qu'aujourd'hui, Laurent Berger, il est pris à son propre jeu. C'est-à-dire qu'il va falloir que, d'une certaine manière, il puisse, avec l'ensemble des réformistes, trouver des solutions sur le financement. Et quand on voit quand même les termes du débat tels qu'ils sont cadrés par le gouvernement, c'est-à-dire ni baisse des pensions, ni hausse des cotisations patronales, ça va être un exercice très compliqué. Et de toute façon, ils sont quand même aussi, d'une certaine façon, avec la pression de la possibilité que se laisse le gouvernement et que se laisse le Premier ministre dans son courrier, de légiférer par ordonnance et de rétablir, de fait, l'âge pivot. Un mot, Mathilde. C'est des négociations avec un petit peu le couteau sous la gorge, entre guillemets. Et c'est ce qui était déjà le cas avec l'assurance chômage en 2018, on le sait. Et c'est ce qui a permis au gouvernement de passer ces réformes. Et c'était déjà ce qui avait heurté la CFDT, ce qui peut expliquer le comportement de Laurent Berger aujourd'hui. Et on suivra tout ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Les relations compliquées entre le gouvernement et les syndicats, compliquées aussi entre l'exécutif et les élus locaux. Patrick Roger, les trois grandes associations d'élus présentent leurs vœux ce matin. L'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France, unis sous une même bannière, un territoire uni. Quel peut être le message délivré ce matin par ces élus locaux? Quel est leur état d'esprit? Alors, unis d'abord, mais jusqu'où? Ce sera peut-être la première question qui leur sera posée ce midi au Sénat, puisque les trois présentent leurs vœux accompagnés, comme toujours, par le président du Sénat, Gérard Larcher. L'enjeu maintenant... Alors, première chose, dans quel état d'esprit sont-ils? La suppression de la taxe d'habitation et le mécanisme de remplacement de la taxe d'habitation a été inscrit dans la loi de finances pour 2020 et validé par le Conseil constitutionnel. Bon, ça c'est fait. Le projet de loi engagement et proximité, de revalorisation du mandat des maires notamment, sur lesquels... vous avez expliqué qu'il y avait des points durs, des lignes rouges infranchissables, etc., a finalement été adopté définitivement au Parlement, validé à l'issue d'une commission mixte paritaire où il y a eu un accord. Et finalement, les trois associations se félicitent que ce texte aille dans le bon sens. Ça, c'est fait.
Maintenant, il reste un troisième étage de la fusée, c'est le prochain projet de loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. À l'heure actuelle, les concertations ont commencé la semaine dernière à Arras, c'était le premier. Et là, on a vu apparaître très clairement qu'il y avait au sein de Régions de France des positions différentes, même si Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a quitté Régions de France, mais au sein des régions, des positions différentes. Entre les départements et les régions, des attentes différentes en matière de décentralisation et de transfert de compétences. Les départements, par exemple, réclament une partie de la compétence économique. Les régions sont très arc-boutées sur leurs compétences économiques. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Unis jusqu'où ? Entre les communes et les intercommunalités, il n'y a pas toujours des positions identiques. Donc, les vœux communs, c'est une chose. Les positions communes, c'est pas sûr. Ça en est une autre, un mot rapidement, Arnaud. Moi, je pense qu'il y a deux défis depuis un certain nombre d'années. C'est d'abord de clarifier la décentralisation. Aujourd'hui, il y a une décentralisation qui apparaît de plus en plus illisible à un certain nombre de nos concitoyens et même parfois pour les élus qui sont en charge des exécutifs. Et puis ensuite, il y a, j'allais dire, la question des libertés locales. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand même, depuis une dizaine d'années, on rogne notamment sur l'autonomie financière des collectivités locales. Et l'un des problèmes aujourd'hui auxquels sont confrontés les élus, c'est qu'on leur transfère de plus en plus de compétences sans avoir automatiquement les moyens qui soient à la hauteur de ces transferts de compétences. Et je ne suis pas sûr du coup que la majorité de ces collectivités soient très demandeuses de transfert de nouvelles compétences. Certainement pas d'ailleurs. Et ces vœux de territoire unis seront à suivre, bien sûr, sur notre antenne à partir de 11h. C'est des vœux qui auront lieu au Sénat. On va rester au Sénat, Alex, puisque une fois par mois, vous nous emmenez dans les coulisses du Sénat, découvrir son histoire. C'est l'heure de votre chronique, les clés du Sénat. Et Alex, les sénateurs sont passés cette année au vote électronique et c'est l'occasion pour vous de nous raconter l'histoire du vote au Sénat. Oui, Oriane, effectivement, il y a eu une petite révolution cette année au Sénat avec l'arrivée du scrutin électronique. Des boîtiers de vote ont été installés dans l'hémicycle du Sénat sur le pupitre de chaque sénateur. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change au vote ? Les sénateurs, de manière générale, continuent de voter à main levée pour la plupart des amendements, mais ils utilisent leur boîtier électronique pour les scrutins publics, c'est-à-dire les scrutins où le vote de chaque sénateur doit être connu par tous les citoyens. Alors avec l'arrivée de ce scrutin électronique au Sénat, c'est la fin d'une longue tradition où les sénateurs montaient à la tribune pour voter dans les grandes urnes vertes de l'hémicycle qu'on voit à l'image. C'est également la fin du vote dans la salle des conférences du Sénat lors de ce qu'on appelle le scrutin public solennel, c'est-à-dire lorsque les sénateurs votent un par un sur l'ensemble d'un projet de loi important. Alors, le Sénat tourne la page de 2 siècles de vote papier, mais il y a eu des tentatives dans l'histoire d'introduction de machines de vote dans l'hémicycle du Sénat. Et d'ailleurs, la bibliothèque du Sénat organise une exposition actuellement sur ces machines à voter, des machines électriques qui ont failli faire leur apparition au Palais du Luxembourg. Et on va en voir quelques-unes de ces machines à voter. On va revenir au 19e siècle avec le pséphographe qui date de 1849, qui a failli entrer au Sénat. Alors le pséphographe, comment ça marche ? Eh bien, il y a 3 fentes, une pour un vote pour, une pour un vote contre, l'autre pour une abstention. On peut également voter pour 3 candidats différents. Le votant mettait un jeton dans le pséphographe et à la fin, le résultat des votes était connu automatiquement. Pas besoin de dépouillement. Autre machine qui a failli arriver cette fois-ci à l'Assemblée nationale au 19e siècle, le Langlois-Vote. Le Langlois-Vote était proposé par le député Sadi Carnot qui deviendra président de la République. Ça fonctionne avec 2 urnes. Également, on met un jeton dans chaque urne en fonction de son vote et une balance pèse le nombre de jetons et permet d'indiquer le résultat du vote. Alors, ces belles inventions n'ont pas pu malheureusement faire leur entrée au Parlement car une majorité de parlementaires conservateurs ont préféré garder au final le vote papier.
Et pourtant, certaines machines ont eu plus de succès, Alex. Et oui, il y a des machines qui ont été adoptées par les sénateurs et notamment le tamisier qui a été inventé par le sénateur ingénieur du même nom, le sénateur Tamisier, en 1871. Et cette machine permettait de tirer au sort les sénateurs membres dans chaque commission. Alors là, vous voyez les billes blanches qui représentent les sénateurs dans l'hémicycle. Pour tirer au sort, il fallait secouer le tamisier et les billes allaient dans les cases noires du tamisier qui représentaient les postes dans chaque commission. Et puis enfin, à l'époque, au 19e siècle, sous la Troisième République, pour élire le président, le Sénat et la Chambre des députés se réunissaient à Versailles. Alors ce n'était pas le Congrès, c'était l'Assemblée nationale à l'époque. Et pour élire le président de la République, il y avait un système de boules noires contre et de boules blanches pour. Donc à l'époque, le dépouillement de l'élection présidentielle, eh bien au final, ça ressemblait à l'émission Motus, avec les boules blanches et les boules noires. Et là, la boule noire. Voilà, Merci beaucoup. Merci Alex pour cette plongée dans l'histoire du vote du Sénat. On va tous les jours, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale maintenant. On va aller à Rouen, retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabillet. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et dans vos pages aujourd'hui, Thierry Rabillet, cette interview d'Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Oui, tout à fait. Emmanuelle Wargon sera ce matin au Havre. Elle vient signer le parc territorial de transition écologique. Emmanuelle Wargon fait le service après-vente du gouvernement sur ce sujet-là, sensible au Havre, puisqu'elle vient acter la déconstruction de la centrale à charbon. On sait que le gouvernement s'est engagé sur la déconstruction des 4 centrales à charbon qui sont encore en fonctionnement en France, et dont celle du Havre qui est très chère à Édouard Philippe, bien sûr, le Premier ministre. Car vous savez, vous l'avez lu dans nos colonnes ce matin, que c'est le grand-père maternel d'Édouard Philippe, Lucien Laousse, qui avait été le premier directeur de cette centrale à charbon. Édouard Philippe rêvait, lui, de la conserver, de la garder, d'en faire quasiment un emblème de l'industrie havraise. Eh bien, il va devoir céder au plan gouvernemental de déconstruction. Et bientôt, dans quelques mois, nous verrons apparaître sur cette même zone du port du Havre l'usine Siemens Gamesa qui permettra de la construction des pales d'éoliennes. C'est un autre sujet, c'est écologique, c'est environnemental. Et là, on est sur un plan à 30 ans qui va nous amener jusqu'en 2050. Et en 2050, on verra ce que feront les élus à cette époque-là pour savoir quelle sera la nouvelle transition, car on sait que ça sera jusqu'à 2050, cette usine Siemens Gamesa. Et après, c'est un point d'interrogation. Voilà cette interview d'Emmanuelle Wargon qui est donc à lire aujourd'hui dans Paris-Normandie avec effectivement cet encart sur Édouard Philippe et la centrale, une histoire singulière. On va voir ensemble ce qu'il y a à la une de Paris-Normandie aujourd'hui. Thierry Rabillet, c'est Maxime Brunery, celui qui avait tenté d'assassiner Jacques Chirac en 2002. C'est un sujet très particulier puisque nous avons pu rencontrer Maxime Brunery. C'est le jeune homme qui, il y a 17 ans, avait tenté d'assassiner Jacques Chirac, qui était à l'époque président sur les Champs-Élysées. Il a séjourné en partie dans un centre de détention dans l'Eure à Val-de-Reuil et il nous explique aujourd'hui comment il était à cette époque-là, ce qu'il fait aujourd'hui. Il est comédien amateur, il travaille dans la gestion. Donc c'est une rencontre assez atypique et nous avons décidé donc de donner la parole à Maxime Brunery, qui est un personnage de la Ve République quelque part et qui doit aujourd'hui se reconstruire car il n'a que 42 ans. Il y a encore une longue vie devant lui. Et merci beaucoup Thierry Rabillet, la une de Paris-Normandie, la nouvelle vie de Brunery. On vous retrouve lundi prochain. Merci Thierry d'avoir été avec nous. On va regarder ensemble ce qu'il y a. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. On va regarder ensemble ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Alex Poussard. Et Alex, on commence avec la Voix du Nord. Et oui, c'est l'incompréhension dans la baie de Somme après la mort ce week-end de 3 kayakistes alors qu'ils naviguaient dans la baie de Somme. Un 4e kayakiste a été retrouvé vivant en état d'hypothermie. Un accident très rare dans cette zone, d'où l'incompréhension. Un procès à la une du Dauphiné. Et oui, le procès du prêtre Bernard Prénat qui est très attendu dans la région lyonnaise avec au total 35 victimes d'actes pédophiles qui ont été listées par la justice. Finalement, il n'y a que 10 affaires qui n'ont pas été prescrites et qui vont être jugées. Et puis c'est aussi le procès de l'Église en toile de fond. L'Église qui a couvert ces crimes pédophiles. Le cardinal Barbarin a même été condamné. À la une de l'Alsace.
L'Alsace qui revient sur l'arrivée du bio dans les cantines scolaires, car la loi agriculture et alimentation impose 20% de bio dans les cantines d'ici à 2022. Alors beaucoup ont salué cette mesure, mais pour les élus locaux, c'est difficile de l'appliquer et puis il y a parfois un manque de moyens. Et puis on va terminer avec les municipales. À 2 mois du premier tour, c'est notamment la une de la Dépêche. Et oui, la Dépêche du Midi qui fait sa une sur les élections municipales et qui propose une carte des points chauds des élections dans sa région. Alors les points chauds, il y a l'élection municipale à Toulouse avec le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains, qui se représente avec une alliance avec La République En Marche. Face à Jean-Luc Moudenc, la gauche toulousaine est-elle très divisée. Et à Rodez, la gauche est moins divisée. En tout cas, les socialistes ont préféré faire une alliance avec La République En Marche pour élire le maire sortant, Christian Tessèdre. Et puis, on va aller également dans l'Ariège, dans la commune de Pamiers, où le maire sortant, André Trigano, se représente, tenez-vous bien, à l'âge de 94 ans. Et oui, à 94 ans, il va briguer un 5e mandat, élu depuis 1971. S'il est réélu et qu'il va au bout de son mandat, il sera maire et centenaire. Et voilà, il n'y a pas d'âge pour être maire. Merci beaucoup, Alex Poussin. On va regarder vos journaux. Le Monde, Patrick Roger, Le Monde daté d'aujourd'hui avec le Boeing ukrainien. L'Iran admet une erreur de tir. Et puis une page municipale avec Paris, Anne Hidalgo. Biarritz, le vaudeville macroniste. On va voir cette une. Et peut-être un mot sur la une du Monde qui sortira cet après-midi. Sans surprise, les retraites. La manchette, l'édito, tout ça sur les retraites. Tout sur les retraites. À la une du Figaro, 2 titres, Mathilde Thiraud, le célibat des prêtres. Le cri d'alarme de Benoît XVI, révélation du Figaro sur son livre, plaidoyer pour le célibat des prêtres. Et puis l'âge pivot, bien sûr, Édouard Philippe donne 3 mois au syndicat pour trouver une autre solution. Un petit mot ? Oui, il y a un dossier assez complet sur cette lettre au syndicat et le décryptage de ce compromis qui a été finalement trouvé ce week-end entre le gouvernement et le syndicat. Et c'est donc à lire aujourd'hui dans le Figaro et puis la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti consacrée à la science à l'épreuve de la société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fin de cette émission, on se retrouve dès 11h pour suivre en direct les vœux de Territoire Uni avec vous Alex, vœux de François Baroin, Renaud Muselier et Dominique Bussereau demain 7h30. Bonjour chez vous, l'invité politique, ce sera Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Merci à tous de nous avoir suivis, à tout à l'heure. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.